Bonjour tout le monde. Nous allons attendre encore 1 ou 2 minutes, question de laisser le temps à tous les invités, ou les participants d'entrer dans la salle et nous allons ouvrir la séance. Merci. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à la conférence annuelle Shirley Greenberg, organisée par l'Institut d'études féministes et de genre de l'Université d'Ottawa, avec l'aimable collaboration cette année de la chaire conjointe en études des femmes à l'Université d'Ottawa et l'Université Carleton. Mon nom est Dali Giroux, je suis professeure à l'Institut d'études féministes et de genre et j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter à la communauté universitaire cette édition 2021 de la conférence Shirley Greenberg. Cette conférence, elle a été créée grâce au Fonds de développement en études des femmes de la Fondation Minto et c'est dans ce cadre que l'Institut accueille chaque année, depuis sa création en 1999, des chercheurs et des activistes qui contribuent au développement des théories féministes et de genre et aux enjeux politiques contemporains qui y sont associés. En 2018, nous avons reçu l'anthropologue Haudenosaunee Audra Simpson. En 2019, la femme politique Innu Michèle Audette était parmi nous. Elle a terminé son mandat à la Commission d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. En 2020, nous avons eu la chance d'entendre l'auteur et activiste Robin Maynard, qui a livré une conférence sous le titre « Against the Carceral State ». Dans le cadre de l'événement d'aujourd'hui, avec, je crois, une certaine suite dans les idées, nous avons la chance d'accueillir la professeure Nathalie Batraville de l'Université Concordia, qui va parler d'abolition de la prison et de la police et qui nous sera présentée plus formellement dans un instant. Mais d'abord, quelques mots en guise de reconnaissance du territoire. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants, dirigeantes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. J'en profite pour saluer mes collègues autochtones ici, sur le campus de l'Université d'Ottawa, anciens et nouveaux. Depuis la création du programme d'études autochtones, avec l'arrivée de Georges Sioui en 2004, sous le patronage de William Commanda, et grâce au travail fondateur de personnes comme Claudette Commanda de Kidigan-Zibi, ils et elles ont fait en sorte de créer un espace pour la culture, pour le partage des savoirs traditionnels et pour le développement de perspectives autochtones contemporaines.
Leur travail enrichit considérablement nos horizons épistémologiques, méthodologiques, sociaux, politiques. Ils contribuent à transformer de manière positive la vie sur le campus et bien au-delà. D'autres remerciements. Je remercie pour leur appui à l'organisation de cette conférence Anne Morneau, qui en a assuré la logistique, Nadia Abouzara, de la chaire conjointe en études des femmes, grâce à qui notamment nous pourrons bénéficier d'une transcription en direct, Anouche Terjanian, vice-doyenne adjointe partenariat et réseau de recherche, et Mélodie Afchar, qui ont toutes deux contribué à assurer la publicité de l'événement, Pierre Tardy au service technique, et Marie-Josée Massicotte, directrice engagée et inspirante de l'Institut d'études féministes et de genre de l'Université d'Ottawa. Alors, concernant le déroulement, l'événement dure 1h30. La conférence durera environ 45 minutes, suite à quoi on aura la chance de poser des questions et de discuter avec la conférencière. La conférence est en français. Les questions peuvent être en français ou en anglais. Et je vous invite à écrire vos questions dans l'espace qui est destiné à cette fonction. Je remercie Marie-Josée Massicotte qui va s'assurer d'acheminer vos questions à notre conférencière via ma personne. Et je cède maintenant la parole à Nadia Abouzara, qui est professeure agrégée de l'École de développement international et mondialisation de l'Université d'Ottawa, membre du Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne et responsable de la chaire conjointe en études des femmes, Université d'Ottawa, Université Carleton. C'est elle qui va nous présenter notre invitée d'aujourd'hui. Je la remercie chaleureusement et je lui passe la parole. Bienvenue à tout le monde qui sont avec nous aujourd'hui. C'est un honneur de vous présenter professeure Nathalie Batraville. Elle est professeure adjointe à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia. Elle a obtenu un doctorat de l'Université de Yale. Ses travaux portent sur l'afroféminisme, les théories décoloniales et queer, l'abolitionnisme et les productions culturelles de l'Atlantique noir. Plus précisément, elle s'intéresse à la question du genre et de la politique sexuelle en relation avec la race, dans la foulée du commerce transatlantique d'esclaves à travers l'analyse des formations culturelles de l'Atlantique noir, dans la littérature, les arts visuels et les archives des mouvements littéraires et sociaux. Par ses travaux, professeur Batraville cherche à susciter et à mettre en valeur des cadres d'appréhension qui troublent les hiérarchies de la différenciation et qui remettent en question la violence d'État et la violence interpersonnelle. Elle prépare un ouvrage qui repense la notion de consentement à partir de bases afroféministes. Sa conférence aujourd'hui s'intitule « Introduction à l'abolition de la prison et de la police ». C'est un grand plaisir d'avoir avec nous professeur Batraville. Joignez-vous à nous pour lui souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup Nadia. Merci pour cette introduction. Merci à Dali de m'avoir invitée. Merci à toutes les personnes qui sont présentes pour cette conférence. Je vais juste installer le PowerPoint. Avant de disparaître, j'en profite pour dire aux gens qu'ils peuvent avoir la transcription en direct en appuyant sur le bouton à cet effet au bas de votre écran. Merci. D'accord. Donc, encore une fois, merci. J'aimerais faire écho à tous les remerciements qu'a fait Dali Giroux aux personnes qui ont été impliquées dans l'organisation de cet événement. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici pour vous parler d'abolition de la police et de la prison, ou plus largement d'abolition du système pénal. J'aimerais commencer en lisant une déclaration qui a été faite par 7 détenus du centre, qui sont détenus au centre de détention pour immigrants et immigrantes de Laval. Ces 7 détenus sont en grève de la faim depuis le 1er mars 2021. Ils le sont encore jusqu'aujourd'hui. Les grévistes ont préparé une déclaration pour annoncer leur grève, dénoncer leur situation et exiger leur libération. Donc, j'aimerais lire cette déclaration. Déclaration des détenus du centre de détention de Laval.
Nous sommes un groupe de migrants, migrantes détenus au centre de détention de Laval. Par cette présente lettre, nous voulons d'une part dénoncer les conditions dans lesquelles nous sommes détenus au centre. Depuis un certain temps, le virus du COVID s'est introduit dans la prison. Les mesures sanitaires prises par les agents de l'immigration sont nettement insuffisantes. Certains des détenus ont déjà contracté le COVID. D'autres se plaignent de douleurs s'apparentant aux symptômes du COVID, mais ne reçoivent que des Tylenol. Nous souffrons beaucoup. Nous avions aussi été confinés dans des chambres séparées sans recevoir aucune assistance psychologique. Nous sommes désemparés et avons très peur pour notre santé. Selon nous, utiliser la détention comme politique d'immigration est en tout temps une mesure inhumaine et injuste, avec ou sans COVID. D'autre part, nous annonçons que nous avons commencé une grève de la faim à durée indéterminée à partir du 1er mars pour contester le traitement dont nous faisons l'objet. Nous demandons à être libérés du centre de détention de Laval, car c'est un espace propice à la propagation du virus et ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne soyons tous contaminés. Ceci est un appel à l'aide. Nous voulons être traités avec dignité et surtout, nous voulons bénéficier d'une protection en cette période de pandémie comme tout citoyen canadien. Les signataires sont Marlène, Carlos, Martine, Raphaël, Mehdi, Alan, Karim et Freddy. Et cette déclaration a été transmise par l'organisme Solidarité sans frontières. Je voulais débuter cette conférence en lisant ces demandes afin de centrer les paroles des personnes incarcérées, les paroles des personnes mises en détention en prison, et aussi afin de centrer la volonté et le leadership des personnes les plus touchées. Lorsqu'on parle d'abolition, il s'agit d'une analyse du système carcéral, mais aussi de la société dans laquelle nous vivons, des liens qui nous unissent et des systèmes qui soutiennent les personnes qui sont les plus vulnérables ou qui ne les soutiennent pas dans nos sociétés. Il s'agit aussi d'un mouvement social et politique de personnes qui œuvrent pour transformer les conditions dans lesquelles nous vivons, pour transformer la vie des personnes qui sont affectées par la police, par la prison, par ces systèmes de violence. Et donc, c'est aussi par le fait même que ce soit un mouvement social, un mouvement politique, c'est aussi un acte de création. En fait, lorsqu'on parle d'abolition, il s'agit aussi de mettre en œuvre un changement fondamental du monde dans lequel nous vivons, et je vais revenir là-dessus plus tard au cours de cette présentation. Et finalement, c'est important de ne jamais oublier que lorsqu'on parle d'abolition de la prison, de la police, de système carcéral et de système pénal, il s'agit de milliers de vies qui sont touchées par ce système, comme par exemple les grévistes dont j'ai lu la déclaration il y a un moment. Et donc, comme il s'agit de vies qui sont touchées par ce système, il y a aussi une responsabilité éthique qui nous incombe lorsqu'on s'engage à parler de cette situation ou à décrire ou à s'impliquer. Et donc, je m'engage personnellement d'abord à verser les fonds qui m'ont généreusement été octroyés pour cette conférence à un organisme qui soutient les personnes incarcérées. Et je m'engage aussi plus largement à faire de mon mieux pour faire ce travail qui est un travail que je fais d'éducation de la manière la plus responsable possible et de manière à être redevable aux personnes les plus touchées qui sont les personnes incarcérées. Et je vous invite aussi à trouver des moyens de vous impliquer comme vous le pouvez. Je vais revenir à la toute fin de ma présentation sur les moyens qu'on peut prendre pour soutenir les personnes incarcérées et pour travailler à mettre fin à ce système ou du moins pallier à ces maux et ces oppressions. Donc, la première question à laquelle je vais m'attarder aujourd'hui, c'est la question enfin très vaste qui est qu'est-ce que l'abolition? Et donc, d'abord, le premier terme, abolition. Abolir signifie très clairement supprimer, éliminer, effacer, détruire même. Et donc, il y a une part de destruction, mais il y a aussi, en même temps, la construction d'un monde sans prison et sans police. Et donc, c'est à la fois un acte, une volonté de détruire, mais aussi de construire des systèmes
des outils, des paramètres, des réseaux qui peuvent nous permettre de vivre sans prison et sans police. Et c'est aussi important de noter que lorsqu'on parle d'abolition de la police et de la prison ou d'abolition du système pénal, il s'agit d'un mouvement qui s'inscrit dans le sillage de l'abolition de l'esclavage, dans le sillage de l'abolition de la peine de mort et donc dans le sillage du mouvement d'émancipation, de rupture radicale, dans aussi le sillage du mouvement qui existait à une époque où imaginer un monde complètement différent paraissait presque impossible. Et donc, c'est un peu important, en fait, c'est important de faire ce parallèle entre l'abolition de l'esclavage et aujourd'hui l'abolition du système carcéral, et aussi parce qu'il y a de nombreux parallèles à effectuer entre l'institution raciale de l'esclavage et l'institution raciale de la police et de la prison aujourd'hui. Lorsqu'on parle de système pénal, pénal essentiellement signifie peine ou punition. Et donc, le système pénal décrit la punition dans le droit de certains actes. Et donc, le système pénal englobe un ensemble d'institutions, dont la police, la prison et la justice criminelle, qui justement régissent et distribuent justement ces peines qui constituent de manière très vaste le système pénal. Et donc, je vais partager une citation, une définition du système pénal de Gwenola Ricordo, qui est tirée de son livre Pour elle, Femmes contre la prison. Donc, Ricordo nous explique que, je cite, « Le système pénal désigne donc un ensemble d'institutions, la police, la justice et la prison notamment, qui ont à voir avec tout ce qui concerne la pénalité, c'est-à-dire les sanctions pénales et donc plus largement la punition. » Et Gwenola Ricordo ajoute aussi qu'il est important de faire une distinction entre l'abolition du système pénal et un autre usage du terme abolition qui a été fait récemment par les personnes qui militent pour l'abolition de la prostitution, pour l'élimination de la prostitution et aussi pour la criminalisation des personnes qui sont impliquées dans le travail du sexe plutôt. Et donc, je cite Gwenola Ricordo encore une fois, qui explique que l'abolitionnisme a d'abord, à la fin du 19e siècle, visé à abolir la réglementation autour de la prostitution, donc des formes de contrôle des travailleuses du sexe. Ce courant a depuis effectué un renversement que signale l'appellation de néo-abolitionnisme, puisqu'il revendique désormais l'abolition de la prostitution elle-même. Et donc, c'est important de faire une distinction entre les prohibitionnistes, essentiellement, qui se réclament abolitionnistes par rapport au travail du sexe, et le mouvement d'abolition de la prison et du système pénal, qui est un mouvement d'émancipation qui, en fait, vise à soutenir les personnes qui sont criminalisées, dont, par exemple, les travailleuses du sexe. Et donc, encore pour tenter de définir ce que c'est l'abolition, c'est important de noter que c'est un mouvement qui est principalement porté par des femmes noires. Aujourd'hui, en cette journée internationale de la femme, c'est important de mentionner, de souligner qu'il s'agit d'un mouvement qui est porté par des femmes noires, des femmes racisées, des hommes trans noirs racisés, des personnes handicapées, des personnes qui sont sur les marges, des personnes elles-mêmes criminalisées. Et je crois que c'est important de souligner ce travail qui a été fait ici au Canada, mais aussi aux États-Unis. C'est un mouvement international qui a plusieurs figures très importantes, dont certaines sont connues. Par exemple, Angela Davis, qui est peut-être la figure la plus connue de ce mouvement, qui a écrit de nombreux livres sur l'abolition de la prison, qui est professeure, qui est militante aussi. Et j'aimerais aussi souligner la contribution de Mariame Kaba, qui est militante, qui est éducatrice, qui est activiste, qui est aussi conservatrice, qui a créé plusieurs expositions, des visites guidées. Elle a œuvré d'abord dans la ville de Chicago et maintenant elle est située dans la ville de New York. Elle est aussi très active sur Twitter. Et moi-même, j'ai beaucoup appris. J'ai eu la chance de participer à 2 de ses ateliers sur l'abolition de la prison. Et donc, j'ai beaucoup appris de son travail et des ressources qu'elle met à la disposition de toutes et de tous.
Elle a notamment signé un article l'été dernier qui a été traduit en français, donc je vous le recommande. L'article s'intitule « Oui, nous voulons littéralement abolir la police » et l'article a été écrit dans la foulée des mouvances autour du définancement de la police. J'aimerais aussi souligner que souvent, quand on parle d'abolition de la prison, mais aussi quand on parle de Black Lives Matter, des mouvances qui sont contre la violence policière, on a tendance à penser que ces mouvements-là sont principalement basés aux États-Unis et qu'ils n'ont pas nécessairement de racines, de sources ici au Canada. Et donc, j'aimerais noter que la première conférence internationale sur l'abolition du système pénal a eu lieu ici au Canada, à Toronto, en 1983. En plus, quelques années plus tard, lorsque, à l'origine, la conférence s'appelait la Conférence internationale sur l'abolition de la prison, elle a changé son nom en 1987 lorsque la conférence a eu lieu à Montréal. Je voulais aussi souligner le journal des prisonniers sur la prison, qui est basé à l'Université d'Ottawa. Et donc, il y a effectivement de nombreux efforts, énormément de travail qui est fait au Canada sur cette question. Justement, sur l'abolition de la prison, il y avait une revue qui s'appelait La Vie en Rose, qui était un magazine d'actualité féministe des années 80. Et dans l'édition de mars 1983, le magazine a consacré ce numéro à l'expérience des femmes en prison. Et dans ce numéro, Lucie Le Monde signait un article qui s'intitulait « Plaidoyer contre l'inutile », où elle expliquait justement, elle explorait l'idée que la prison serait peut-être probablement une institution qui était obsolète, inutile et fondamentalement dommageable envers les femmes. Et donc, c'est important de recadrer un peu. Je crois qu'il y a énormément de visibilité de figures comme justement Angela Davis qui sont aux États-Unis, mais c'est important de se rappeler que ces mouvements-là ont aussi leur souffle, leur essor ici au Canada, au Québec et ailleurs. Je voulais aussi souligner ce qui est peut-être une évidence, qui est le fait que les femmes noires, depuis des décennies, voire des siècles, dénoncent la violence policière ici au Canada. Le Black Women's Collective est un organisme composé de femmes noires qui était un organisme fondamentalement intersectionnel qui s'opposait au racisme, au sexisme, à l'homophobie, à l'impérialisme et aussi à la violence policière. Elles ont organisé le 16 décembre 1989 une manifestation contre la brutalité policière, une manifestation qui ressemblait à 35 organismes féministes suite à un événement qui laissa Sophia Cook. En fait, Sophia Cook a été victime d'une tuerie policière. Elle avait été temporairement paralysée par une balle qui avait été tirée par un policier. Et donc, suite à cet événement, qui était en fait la goutte qui faisait déborder le vase, il y avait eu, dans les 15 mois précédents, énormément d'incidents de violence policière contre les personnes noires. Et donc, cette mobilisation avait été organisée en 89. Et on le sait que les manifestations, les mobilisations contre la violence policière, malheureusement, ont lieu plusieurs fois par année, à chaque année. Je voulais aussi souligner le travail de Robin Maynard. Je suis contente qu'en fait, elle était la conférencière de l'année précédente, l'année dernière, et qu'elle a elle aussi parlé de système carcéral et d'abolitionnisme. Robin Maynard a signé en 2017 le livre Policing Black Lives, State Violence in Canada from Slavery to the Present, qui a été traduit en français chez Mémoire d'Encrier et qui est non seulement une écrivaine qui a décrit le racisme anti-noir dans les institutions d'État,
mais qui aussi milite activement depuis des décennies contre la violence policière, contre la violence d'État et aussi contre la violence des autres institutions d'État, comme par exemple les centres de protection de la jeunesse et les autres institutions en fait qui criminalisent les jeunes, qui criminalisent les femmes. Et qui ont vocation essentiellement, qui ont une vocation essentiellement répressive et qui ont tendance à toucher principalement les personnes noires, les femmes noires, les personnes autochtones, les femmes autochtones et les personnes bispirituelles et non-binaires. Donc, je crois que, en fait, une des raisons pour lesquelles je voulais faire cette présentation, c'est que, comme je l'ai souligné, il y a plusieurs personnes qui militent autour de l'abolition depuis plusieurs années, mais en fait, depuis l'été dernier, grâce aux mobilisations de groupes comme Black Lives Matter et de militants et de militantes, la question du définancement de la police et de l'abolition de la police est de plus en plus présente et aussi de plus en plus accessible. C'est-à-dire qu'il est possible, grâce à ce travail d'éducation et aussi de mobilisation qui a été fait, il est possible de lire davantage d'articles, d'entendre à la radio, à la télé parler de définancement de la police et de la redistribution de ces ressources dans nos communautés. Et donc, pour moi, c'était important de participer à ma manière à ce travail. Je travaille moi-même depuis plusieurs années sur les questions de justice transformatrice et donc d'alternatives à la police et à la prison pour soutenir les survivantes. Et donc, c'est pour moi une question qui est extrêmement importante et à laquelle il faut s'attarder. Et donc, je voulais faire cette présentation sur ce sujet. Et la deuxième question à laquelle je voulais m'attarder, c'est essentiellement pourquoi l'abolition. Donc, j'ai un peu dressé le portrait de l'abolitionnisme comme mouvement social, comme analyse un peu, mais je voulais essentiellement essayer de décortiquer pourquoi est-ce que l'abolition essentiellement est essentielle. Et donc, je vais répondre à environ 5 questions. D'abord, je vais expliquer pourquoi l'abolition du système pénal est une stratégie pour mettre fin à la violence. Ensuite, je vais expliquer pourquoi les réformes du système carcéral et de la police sont futiles. Ensuite, je vais m'attarder à la catégorie du crime. Je vais essayer de définir qu'est-ce qui est le crime à travers la notion de criminalité. Et ensuite, je vais parler finalement des survivantes dans le mouvement d'abolitionnisme pénal, avant finalement d'ouvrir, de terminer avec cette question qui est comment mettre fin à la violence. Et en fait, je vais poser cette question au public, à nous toutes et à nous tous, pour terminer. Donc, d'abord, l'abolition comme stratégie pour mettre fin à la violence. Donc, ce que j'aimerais démontrer, c'est que l'abolition du système pénal est indispensable si l'on souhaite mettre fin à la violence. Donc, d'abord, la première raison pour laquelle l'abolition du système pénal est indispensable, c'est que la majorité des personnes qui causent des préjudices sexuels, des viols ou encore d'autres formes de préjudices genrés ne sont pas prises en charge par le système pénal. Une des premières questions, lorsqu'on parle d'abolition de la prison, une des premières questions qui surgit, c'est que va-t-on faire avec les personnes qui commettent des viols, avec les personnes qui commettent des meurtres? Et malheureusement, la réponse à cette question, c'est que ces personnes-là sont déjà parmi nous. Ces personnes sont nos voisins, nos employeurs, des membres de nos familles, nos proches. La réalité est que le système carcéral, le système criminel tel que nous le connaissons aujourd'hui ne prend pas en charge la majorité des personnes qui causent des violences genrées. Et donc, la deuxième raison pour laquelle il ne s'agit pas de rendre le système plus efficace, mais plutôt de l'éliminer, c'est qu'en fait, on ne peut pas mettre fin à la violence en faisant appel à un système qui est lui-même violent. Donc, on ne peut pas tenter
de mettre fin à la violence sans mettre fin aussi à la violence d'État. Et donc, le système carcéral tel qu'on le connaît, c'est un système qui est fondamentalement violent, qui enlève la dignité des personnes qui interagissent avec ce système. C'est un système fondamentalement qui est basé sur la répression, qui est basé sur l'isolement. C'est aussi, on le sait maintenant dans le contexte de pandémie, un système où des personnes sont mises dans une situation extrêmement vulnérable au point de vue de la santé mentale, de la santé physique, au point de vue des conditions sanitaires dans lesquelles les personnes sont incarcérées, les femmes et les hommes. Et donc, il est difficile de croire que la réponse à la violence dans notre société serait d'augmenter en fait la violence et essentiellement de créer un cycle où la violence, malheureusement, ne ferait que se perpétuer. Donc, la troisième raison pour laquelle l'abolition du système pénal est indispensable si l'on souhaite mettre fin à la violence, c'est que l'abolitionnisme préconise des formes de responsabilisation non punitive. Donc, il ne s'agit pas simplement de faire fi d'un système de punition, mais plutôt de tenter de créer et de développer effectivement des ressources, que ce soit de justice restaurative, que ce soit de justice transformatrice. Les communautés autochtones, notamment les nations autochtones au Canada et ailleurs, ont elles-mêmes des systèmes, des ressources, des structures pour soutenir les survivantes, pour régler les torts, pour essayer de bouger vers la justice. Et donc, en fait, l'abolition du système pénal, c'est déjà un pas vers des formes de justice qui réellement nous permettraient de mettre en œuvre de la justice et non pas de la punition. Et donc ensuite, la quatrième raison pour laquelle l'abolition du système pénal est indispensable si l'on souhaite mettre fin à la violence, c'est que l'abolitionnisme s'attaque aux conditions qui mènent à la violence et donc est axé sur la prévention et la transformation sociale. La pandémie, comme je le disais par rapport aux prisons, la pandémie a vraiment mis à nu les inégalités sociales et failles dans notre système, l'échec des structures et des systèmes qui devraient soutenir les personnes les plus vulnérables. Et la pandémie a essentiellement mis à nu le fait que notre société est davantage axée sur le profit, sur l'exploitation que sur le soutien des personnes qui sont en situation de crise. Et donc, lorsqu'on parle des causes qui mènent à la violence, généralement, ces causes, elles sont connues. On parle de pauvreté, on parle de manque d'accès aux soins de santé, que ce soit des soins de santé physique ou des soins de santé mentale, des manques d'accès aux ressources holistiques qui permettent de soutenir le bien-être et l'équilibre d'un individu, en particulier chez les personnes autochtones, les personnes racisées, les personnes migrantes, un manque d'accès sécuritaire aux drogues et aux traitements en toxicomanie, un manque d'accès aux ressources pour les jeunes. Et aussi, lorsqu'on parle de causes qui mènent à la violence, c'est important aussi de nommer le colonialisme lui-même comme une cause de violence intergénérationnelle et aussi dans notre présent, de nommer le racisme systémique aussi comme étant un facteur qui produit de la vulnérabilité à la violence. Et donc l'abolitionnisme, essentiellement, c'est un projet qui nous interpelle pour réellement transformer ces conditions-là. Et donc, l'abolition, c'est essentiellement oser vouloir mettre fin à la violence, non pas pour les personnes qui sont les plus riches, les personnes blanches, riches, aisées dans notre société, mais réellement pour toutes et pour tous. Angela Davis nous rappelle, et je cite son ouvrage « La prison est-elle obsolète ?» Angela Davis nous rappelle que la prison, je cite, « fonctionne sur le plan idéologique comme un site abstrait où les indésirables seraient déposés, nous déchargeant ainsi de la responsabilité de réfléchir aux réels problèmes qui affligent les communautés d'où sont tirés un nombre disproportionné de prisonniers. » C'est là le travail idéologique que la prison accomplit.
Elle nous décharge de la responsabilité de prendre sérieusement en considération les problèmes de notre société, surtout ceux produits par le racisme et, de plus en plus, le capitalisme mondial. Donc, j'aimerais aussi ajouter à cette citation de Angela Davis une citation de Ruth Gilmore qui nous explique que, d'une part, la prison est une institution qui nous permet d'effacer, de faire disparaître un certain nombre de problèmes sociaux. En même temps, l'abolitionnisme nous invite à réellement transformer ces conditions et à transformer de manière fondamentale la société dans laquelle nous vivons. Et donc, Ruth Wilson Gilmore dit, je cite, « L'abolition est un mouvement pour mettre fin à la violence systémique. L'objectif est de changer comment nous interagissons les unes avec les autres, les uns et les unes avec les autres et avec la planète, en mettant au premier plan les personnes plutôt que les profits, le soin plutôt que la répression armée, la vie plutôt que la mort. » Et donc, Ruth Wilson Gilmore dit aussi que l'abolition nous invite à ne changer qu'une chose, et cette chose, c'est de changer tout, en fait. Donc, la deuxième question à laquelle je vais m'attarder, c'est pourquoi les réformes sont-elles futiles? Donc, ayant démontré un peu comment le système carcéral est fondamentalement nuisible, il est important de noter que l'objectif n'est pas de réformer, d'améliorer, en fait, ce système. D'abord, parce que si on s'attarde aux prisons, il est évident que les prisons regroupent principalement les personnes qui sont les plus opprimées dans notre société, c'est-à-dire les personnes autochtones, les personnes noires, les personnes migrantes, les personnes vivant avec un handicap, les personnes qui consomment, les personnes pauvres, les personnes LGBTQIAS+, de S+. Et j'aimerais noter en particulier qu'ici au Canada, la proportion des personnes autochtones et aussi des personnes noires, mais surtout des personnes autochtones dans les prisons est absolument, depuis des décennies, alarmante. Aujourd'hui, dans les prisons pour femmes, 42% des personnes qui sont incarcérées dans les prisons pour femmes sont des personnes autochtones. Et donc, il est évident que la prison est vraiment un espace qui regroupe et qui isole les personnes qui souffrent le plus dans notre société. Et j'aimerais aussi noter, en fait, non seulement par rapport à la prison, mais aussi par rapport à la police, qu'il est évident que le travail qu'effectuent ces institutions est davantage un travail d'harcèlement qu'un travail réellement de soutien ou de protection. Récemment, une étude a démontré qu'ici, à Montréal, là où je suis, près de 40% des contraventions qui sont données par les policiers à Montréal sont données à des personnes en situation d'itinérance. Et donc, les chiffres, je veux dire, ils sont criants depuis très longtemps. Et c'est en fait une évidence depuis très longtemps que ces institutions, elles sont fondamentalement violentes et racistes. Par rapport à la police, c'est important de noter que la police se définit par le droit qu'elle détient d'avoir recours à la force meurtrière. C'est ce qui définit fondamentalement la police, la différencie des autres institutions, des autres acteurs sociaux dans notre société. Et donc, aucune réforme ne peut changer cette caractéristique fondamentale, ce droit que détient la police de vie ou de mort sur les citoyens, droit qu'elle exerce de manière disproportionnée envers les personnes autochtones et les personnes noires. Et en fait, la seule stratégie qu'on peut avoir par rapport à la police, c'est de minimiser, de diminuer les contacts avec la police et les populations, particulièrement les populations qui sont criminalisées, et aussi de diminuer les ressources qui sont à sa disposition, que ce soit l'argent qu'a à sa disposition la police ou encore les armes, les ressources matérielles qui sont à la disposition de la police. Ensuite, j'aimerais m'attaquer à la question du crime, qui est essentiellement le cœur de l'institution de la police. Quand on pense à la police, on pense à une institution qui devrait combattre le crime. Or, on ne devrait pas nécessairement parler de crime, qui est une catégorie abstraite et arbitraire. On devrait plutôt parler de criminalisation, qui est le processus par lequel une action, un type de travail ou de personne est considéré par l'ordre établi
comme étant un problème qui requiert une intervention punitive de la part de l'État. Ensuite, la criminalisation détermine non seulement ce qui est considéré comme un crime, mais aussi quelles populations et quels quartiers seront fortement surveillés et fortement réprimés, punis en fonction des groupes considérés comme jetables, qui sont les groupes que j'ai nommés plus tôt, les personnes autochtones, les personnes noires, les personnes migrantes, les personnes qui ont un handicap, les personnes queer, trans, etc. Donc, lorsqu'on parle de criminalisation, on parle de criminalisation de problèmes sociaux, économiques et politiques. On sait aussi que la police joue un rôle très important de répression de mouvements sociaux, de répression de manifestations, de grèves, etc. Et donc, il y a toute une série de problèmes, entre guillemets, ou de phénomènes qui sont considérés comme étant des problèmes par la société dominante et qui finalement sont circonscrits sous la catégorie de crime. Donc, on parle de pauvreté, mais aussi de toxicomanie et aussi des effets du colonialisme et aussi de la résistance contre le colonialisme. On parle aussi, lorsqu'on parle de criminalisation, des actions qui sont considérées comme déviantes. Le travail du sexe, c'est important aussi de noter que l'homosexualité, il n'y a pas si longtemps, était aussi considérée comme un crime, notamment à cause de cette notion de déviance qui est englobée dans le crime. Et finalement, c'est important de noter que les personnes qui sont davantage criminalisées, ce sont justement les personnes autochtones, les personnes noires, les personnes racisées, et particulièrement celles qui sont considérées comme déviantes, les personnes LGBTQ2S, les mères monoparentales, etc. Donc, avant d'ouvrir la discussion sur la question avant de créer un espace dans lequel j'aimerais qu'on réfléchisse toutes et tous aux moyens de mettre fin à la violence, j'aimerais parler du rôle, de la place des survivantes dans les mouvements d'abolitionnisme pénal. Et c'est important parce que ce mouvement ne cherche pas à délaisser les survivantes, mais cherche justement à centrer la sécurité des femmes, des enfants, des personnes qui sont souvent victimes de violences dans notre société. Et donc, j'aimerais d'abord souligner le travail d'un groupe qui s'appelle Insight, qui est un collectif fondé aux États-Unis par des femmes racisées dans le but de combattre la violence. Le groupe s'appelait à l'origine Insight Women of Color Against State Violence. Et maintenant, il s'appelle uniquement Insight. Et je voulais citer une déclaration, un texte que le groupe a rédigé en 2003 qui justement soulignait l'intersection de la violence d'État et la violence genrée et demandait à ce que nos mouvements s'attaquent à ces deux formes de violence de manière simultanée. Donc, je cite cette déclaration. Il est essentiel pour nous de développer des réponses aux violences genrées qui ne dépendent pas d'un système de justice criminelle sexiste, raciste, classiste et homophobe. Il est aussi important pour nous de développer des stratégies qui contestent le système pénal tout en assurant la sécurité des survivantes de violences sexuelles et domestiques. Afin de nous libérer de la violence, nous voulons développer des stratégies globales qui s'attaquent à la violence et touchent à l'intersection de toutes les formes d'oppression. Elle continue. Nous cherchons à construire des mouvements qui mettent non seulement fin à la violence, mais créent une société fondée sur la liberté radicale, la responsabilisation mutuelle et la réciprocité passionnée. Dans cette société, la sécurité ne sera pas assurée par l'usage ou la menace de la violence. Elle sera fondée sur un engagement collectif pour garantir la survie et le soin de tous et de toutes. Et donc, pour moi, c'est important d'abord mentionner le rôle des survivantes, mais aussi des survivantes de couleur, des femmes racisées, des femmes noires,
qui sont vraiment au centre non seulement des mouvements pour mettre fin à la brutalité policière, mais aussi des initiatives qui cherchent à créer des alternatives au système carcéral, à la police et à la prison. Et donc, il y a énormément de femmes racisées, de personnes racisées, de personnes trans, non-binaires qui sont impliquées dans la création de réseaux, de collectifs de justice transformatrice, de justice réparatrice. Et ce sont des groupes qui, justement, se concentrent sur l'expérience des personnes qui sont victimes, survivantes de violences, afin de créer des solutions qui réellement sont centrées sur la sécurité, mais aussi qui sont centrées sur la transformation des communautés, sur le fait de briser des cycles de violence intergénérationnelle, le fait d'être centré davantage sur la guérison, sur la transformation plutôt que sur la punition. Et donc, la dernière question à laquelle je voulais m'arrêter, c'est justement celle que je voulais ouvrir à toutes et à tous, c'est comment justement mettre fin à la violence. Et je crois que c'est important pour nous, en fait, c'est important pour moi de retourner cette question au public, à vous toutes et à vous tous, parce qu'un des aspects les plus dommageables du système de punition criminelle tel qu'on le connaît, c'est qu'en fait, il nous enlève le pouvoir que nous avons de justement nous protéger les uns les autres, le pouvoir que nous avons de créer des solutions qui répondent réellement à nos besoins, le pouvoir que nous avons pour interrompre la violence, pour prévenir la violence, pour briser les cycles de la violence. Et en fait, ce sont des capacités que nous avons et que nous pouvons aussi développer. Et que tant et aussi longtemps que nous dépendrons de la police et de la prison, en fait, on ne pourra pas développer ces capacités-là. Et donc, pour moi, c'est important de créer un espace où, justement, on se permet de réfléchir à ces solutions ensemble. Et donc, avant d'ouvrir la période de questions, j'aimerais qu'on prenne 2 minutes, c'est un peu mon côté pédagogue éducatrice, j'aimerais qu'on prenne 2 minutes pour essayer de faire un petit brainstorm par écrit et réfléchir aux solutions qui pourraient exister si on voulait réellement mettre fin à la violence. Et donc, si l'abolition est un mouvement qui cherche, qui ose tenter de mettre fin à la violence de manière littérale, quels seraient les moyens qu'on pourrait employer? Et donc, j'aimerais qu'on prenne, si vous me le permettez, 2 minutes ou 1 minute, je vais dire 1 minute. Je vais mettre un timer et je vais mettre 1 minute. Donc, on va prendre une pause pour écrire, pour réfléchir et après ça, on pourra ouvrir avec la période des questions et je vais et en fait, je vais être très intéressée à savoir quelles solutions vous avez, quelles questions vous avez par rapport aux solutions que vous pouvez envisager dans cet objectif de mettre fin à la violence. Donc, je mets le timer pour 1 minute.
D'accord, donc la minute s'est écoulée. J'espère que vous avez pu réfléchir un petit peu et puis écrire, trouver certains axes de réflexion, certaines pistes de solutions. Avant, avant en fait de passer aux questions, je voulais partager avec vous, avant que j'oublie, deux autres slides de ma présentation. D'abord, c'est quelques sites qui ont des ressources si vous cherchez à vous impliquer davantage, si vous voulez vous renseigner davantage, si vous voulez trouver des organismes auxquels vous pourriez faire des dons, si vous cherchez des suggestions de lecture. Il y a le site defund.ca, qui est un site qui est axé sur les mobilisations pour le définancement de la police. Il y a le site noprisons.ca, qui est un site qui traite en particulier de l'expérience des personnes incarcérées au Canada, mais je crois en particulier au Québec. Il y a cette page du Yellowhead Institute qui offre des suggestions de lecture qui portent en particulier sur la question de l'abolition de la prison à partir d'une perspective autochtone. Ensuite, il y a le site de blacklivesmatter.ca. Et finalement, il y a un site qui a été créé par Pascal Diverlus et Robin Maynard qui s'appelle Building the World That We Want, qui est un site où il y a énormément de ressources, de documents, mais aussi des événements qui vont être organisés pour participer justement au mouvement d'abolition et aussi à cet aspect de création de relations, d'institutions, de mouvements sociaux, etc. Et finalement, je voulais aussi partager cette liste qu'a créée Mariame Kaba, qu'elle a partagée à partir de sa page Twitter qui est @prisonculture. Et la liste s'intitule 9 Solidarity Commitments to/with Incarcerated People for 2021. Donc, 9 engagements pour et avec les personnes incarcérées pour 2021. Et c'est en fait une liste d'engagements qui vise à soutenir les personnes incarcérées de manière directe et matérielle et concrète, mais aussi à soutenir les mouvements de réforme abolitionniste par rapport aux conditions dans lesquelles les personnes incarcérées vivent, mais aussi plus largement les mouvements d'abolition de la police et de la prison. Et donc, je vous recommande de lire cette liste. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter avec ça et je vais terminer la présentation. Et j'ai bien hâte de recevoir vos questions. Grand merci, Nathalie. C'était particulièrement clair et pédagogique. Et je trouve que la table a été mise pour une discussion de grande qualité. C'est très poignant là, comme sujet. C'est très engageant aussi. Moi, j'ai été très frappée là, par cette statistique de 42% de femmes autochtones dans la prison canadienne. C'est renversant. C'est 1% de la population générale. C'est renversant. Et bon, il y a tout le débat sur le racisme systémique, mais je veux dire, on pourrait pratiquement parler d'un État racial rendu là. Pratiquement directement. Les institutions. Oui, non, j'allais juste rajouter que les statistiques sont aussi absolument aberrantes, renversantes, déchirantes dans les centres de détention de jeunesse, en particulier dans les prairies. Les statistiques sont comme près de 80% des jeunes qui sont mis en détention sont autochtones. Et, oui. Et donc, effectivement, je veux dire, on ne peut que parler d'État racial, on ne peut parler que d'un appareil dont la fonction principale est une fonction coloniale. On parle, enfin, j'ai pas non plus parlé, en fait, je me suis pas étendue sur les personnes qui sont tuées par la police aussi,
là où les personnes autochtones aussi sont sous-représentées. Et donc, oui, c'est frappant, effectivement. Puis, il y a aussi, vous l'avez mentionné, je crois à 2 reprises, les centres jeunesse, hein, c'est des centres de détention qui visent la jeunesse, où les gens racisés sont très représentés aussi. Et ça aussi, ça frappe l'imagination, le fait que l'État enferme les enfants, en fait, de manière systématique. C'est un sujet qui peine à émerger là, dans le flux de l'actualité. Il y a ma collègue Nadia Abouzara qui a tenté une réflexion à la question que vous avez posée dans le chat, je vous la lis. Alors, elle suggère de mettre fin à tous les financements et contrats des unités militarisées, comme les sociétés de sécurité privées, les employés de la sécurité universitaire sur le campus et par l'université, par exemple, les gens qui ramassent de l'information pour la police pendant les grèves, ce genre de mesures-là, qui sont utilisées par les institutions dans lesquelles nous, on travaille et où on fonctionne là, au quotidien. Mm-hmm. Oui, je crois que c'est une excellente idée de commencer avec les institutions dans lesquelles on œuvre, que ce soit l'université ou d'autres lieux de travail. C'est déjà là où on a un certain levier de pouvoir. Enfin, c'est pas que c'est nécessairement facile de changer le fonctionnement d'une université, mais je crois que, en fait, je l'ai noté notamment dans mon université à moi, à Concordia, les universités de plus en plus ont un langage qui est axé sur la diversité, sur l'inclusion. Et en fait, il faut que cette diversité, entre guillemets, cette inclusion, elle ait un sens et donc que l'université s'engage à rompre ses liens avec des institutions qui essentiellement opprime, violente les personnes noires, les personnes autochtones, les personnes racisées, et donc rompre ces liens avec la police, mais aussi, j'aime bien cette invitation de Nadia, avec d'autres institutions privées militarisées, armées, qui sont sur les campus et dans d'autres milieux. Puis on peut dire que l'université n'est peut-être pas nécessairement facile à changer, mais c'est vrai qu'il y a un contexte politique actuellement qui favorise en tout cas l'organisation puis l'avancée vraiment frontale de ces enjeux-là, d'une part. D'autre part, quand on travaille dans une université, mais on a un certain pouvoir quand même d'organisation. Puis il s'agit aussi à un moment donné de s'engager, puis de les faire, ces choses-là, de les dire à haute voix. En tout cas, pour nous, c'est un moment important, cette conférence aujourd'hui, pour réfléchir collectivement à comment la violence d'État, finalement, structure nos rapports au sein d'une université. On a souvent tendance à aussi, je trouve que vous l'avez bien montré dans votre présentation, comment ces choses-là s'articulent ensemble, c'est-à-dire qu'un campus universitaire n'est pas séparé de la violence d'État. Il y a un continuum institutionnel et légal et politique qui est là. J'ai une question ici de la part d'un participant, je vous la lis. Comment peut-on avancer l'abolition des systèmes de violence sans premièrement abolir le système chef ou dominant, c'est-à-dire la démocratie? La démocratie est un système majeur incorporé dans la colonisation et donc avançant la violence vers les gens racisés. Mm-hmm. Merci pour cette question. En fait, c'est aussi, en fait, pour moi, une des questions à laquelle je réfléchis souvent, c'est aussi une question qui est un peu connexe à celle de la démocratie, entre guillemets, qui est le problème du colonialisme. C'est-à-dire que moi-même, mes travaux de recherche, c'est aussi axé sur la question du consentement et ce que j'avance généralement quand je présente ce sujet, c'est que nous vivons dans une société où fondamentalement le consentement est pratiquement utopique ou rêvé dans la mesure où le système colonial est déjà là
une rupture par rapport au consentement. Les personnes autochtones n'ont pas consenti à l'État canadien, à la démocratie, en guillemets, canadienne telle qu'on la connaît. Et en fait, toutes les structures de répression, des structures qui justement visent le contrôle et la répression, le retrait du consentement, comme la prison, comme la police, découlent en fait de cette première forme de contrôle qui est le colonialisme. Et donc, on pourrait effectivement vouloir débuter là, et je crois que c'est tout à fait légitime, mais en même temps, on peut aussi, je crois qu'on peut soit essayer justement de débuter avec cet axe qui est extrêmement large, ou tenter de débuter avec l'infiniment petit. Et donc, de soutenir d'abord, de faire un peu ce qu'on appelle, what's the term? Harm reduction, la réduction des méfaits. Et donc, d'essayer de soutenir les personnes qui sont touchées par le système, les personnes autochtones qui sont incarcérées, les personnes noires, les personnes racisées qui sont incarcérées, de créer des axes de soutien mutuel qui sont séparés du système de l'État. Donc, d'avoir des systèmes de redistribution des ressources qui ne passent pas par l'État, par les systèmes comme les travails sociaux, les hôpitaux, etc. Et donc, d'essayer à petite échelle de reconstruire les liens qui nous unissent dans le but éventuellement de les transformer à plus grande échelle. Mm-hmm. Puis peut-être à ce titre-là, on peut faire une distinction conceptuelle entre État et démocratie. Dans la mesure où ce que je comprends de votre présentation, c'est que l'État, c'est le monopole de violence légitime, dont la face visible est la police, alors que la démocratie, c'est un concept politique ou un principe politique selon lequel les gens s'organisent communément pour vivre de manière égale. Et moi, ce que j'entends dans la recherche de solutions, en tout cas, ce serait peut-être, je le formule comme ça, en tout cas, de repenser une démocratie non pénale dans tous les lieux de vie, finalement, dans une recomposition des communautés. Mm-hmm. Oui, je crois que malheureusement, la notion de démocratie aujourd'hui a été réduite à la notion de vote ou d'élection. Et fondamentalement, je veux dire, c'est pas nécessairement un acte démocratique, surtout quand on considère que justement l'origine de la nation dans laquelle on exerce la démocratie est une nation qui est elle-même illégitime. Et donc, oui, donc j'apprécie ce recadrement de la notion de démocratie. C'est ça, c'est pas la démocratie qui est fondatrice, c'est la violence. On a ici une tentative de réponse à votre question. Je vous la lis. Alors, investir dans l'éducation en prenant en compte d'abord les secteurs, par exemple Montréal-Nord, où les écoles n'ont pas un budget aussi élevé qu'ailleurs, en arrêtant d'investir dans les services de police et sa réforme, investir dans des logements abordables pour tout le monde. Pour ce qui est des drogues, il faut non seulement décriminaliser, mais s'assurer de promulguer des soins pour celles et ceux en ayant besoin avant tout. Avoir un meilleur salaire minimum, en ce qui a trait à l'éducation aussi, permettre une prévention à long terme et non seulement une séance auprès des jeunes. Comprendre que la criminalisation, que la vie des individus incarcérés sont la plupart du temps des problématiques de santé publique et non de sécurité publique. Mm-hmm. Ben, ce sont toutes d'excellentes suggestions. Moi, ce qui me touche, c'est qu'en fait, que les solutions, on les possède déjà. Hein? On a déjà conscience de ce qui ne va pas dans nos sociétés, des structures qui, plutôt de pallier au mal, ne font que le reproduire. Et le pari que je fais aussi, c'est que même les personnes les plus conservatrices, si elles se permettent d'imaginer d'autres solutions que la police et la prison, en fait, c'est pas difficile de le faire. Ce qui semble récemment être plus difficile, en fait, c'est de faire bouger les choses sur le plan politique et donc de réussir à s'attaquer à une institution qui a énormément de pouvoir.
il y a depuis des mois un collectif, un organisme, en fait, c'est pas un organisme, mais un groupe, une coalition qui s'est formée à Montréal pour justement le définancement de la police. Et ce qu'on attend de voir, c'est la volonté politique pour répondre à un consensus qui est de plus en plus vaste dans la population par rapport au rôle de la police et par rapport au fait que ce rôle doit être de plus en plus restreint. Et donc, oui, donc je crois que c'est important d'essayer de pousser pour ces solutions-là et aussi d'avoir des conversations avec nos proches sur ces sujets. Il y a quelques bonnes questions. L'une est, j'aimerais que Dr Batraville nous donne quelques exemples concrets de justice réparatrice. Puis je vous en lis tout de suite une autre, comme ça, ça vous donne un peu de jeu. L'autre, c'est comment définancer la police sans laisser un boulevard ouvert aux compagnies de sécurité privées? Mm-hmm. C'est une bonne question. Ouais. Donc d'abord, pour la justice réparatrice, en fait, pour moi, la justice réparatrice, ou du moins la justice transformatrice, c'est important de souligner que généralement, quand un méfait arrive ou un tort arrive, plus les personnes qui sont impliquées sont proches de nous, par exemple des membres de notre famille ou bien des gens qu'on connaît bien, moins on a tendance à vouloir faire appel à la police ou à la prison, en fait. Et c'est un peu le problème auquel on peut faire, c'est un peu le bris des réseaux de communication, de soutien, de connaissance de nos voisins, de nos entourages, qui fait que ça peut sembler plus difficile de faire appel à d'autres sources, à d'autres intervenants que la police. Mais en fait, si on imagine déjà que c'était quelqu'un qu'on connaissait, qui nous avait fait un tort, on est généralement un peu plus près de solutions qui sont non carcérales que si on imaginait, par exemple, un étranger, entre guillemets. Et pour ce qui est d'exemples concrets, j'aimerais proposer un guide que j'enseigne, que je trouve qui est absolument exceptionnel, qui est un groupe, qui est un guide qui a été créé par un groupe qui s'appelle Critical Interventions. Et c'est un toolkit for ending interpersonal violence, je crois. Et c'est un guide, en fait, qui décrit un certain nombre d'exemples, de solutions, de directives très, très concrètes pour soutenir des personnes en cas de crise, en cas de violence, et pour trouver des solutions, finalement, dans des moments difficiles. Et comme je l'ai mentionné, il y a de plus en plus de personnes qui réfléchissent à ces questions et qui en trouvent. Et je crois que c'est extrêmement important. Et c'est aussi important dans ce contexte-là de prioriser les nations autochtones, en fait, et les savoirs qu'elles ont pour régler leurs propres conflits et les maux et les torts qui sont créés au sein des communautés autochtones. Et donc, voilà, c'est un peu comment je répondrais à cette question-là. Pour la question de la sécurité privée, je crois que c'est une excellente question. C'est absolument un souci qui est tout à fait légitime. Et je crois qu'il faut aborder de front, c'est-à-dire que autant on peut vouloir désarmer la police, il faut aussi être conscient des autres factions armées dans notre société et s'assurer aussi d'intervenir à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, hein, c'est un horizon de désarmement général aussi qui anime, je pense, l'esprit de cette révolution. Une question ici. La déclaration de Insight évoquait une sécurité fondée sur un engagement collectif pour garantir la survie et le soin de toutes. Comment pouvons-nous nous assurer d'avoir un tel engagement collectif? Que devrons-nous faire si plusieurs personnes ne souhaitent tout simplement pas d'un tel système de sécurité
et préfèrent un système traditionnel police-prison? En fait, je crois que heureusement, ça ne semble pas être le cas. La ville de Montréal, suite aux mobilisations contre la violence policière, pour le définancement de la police, pour le réinvestissement des fonds qui sont alloués à la police vers des solutions communautaires. Suite à ces efforts-là, la ville de Montréal avait effectué un sondage où elle avait demandé si on devait couper le budget de la ville, si on devait couper un des secteurs, un des aspects du budget de la ville, où est-ce que la population souhaitait couper. Et en fait, il y avait un nombre très élevé, je crois que c'était près de 60%, si je ne me trompe pas. Si quelqu'un le sait dans les commentaires, ils peuvent me le rappeler, qui avait dit, en fait, qui avait répondu à ce sondage en disant qu'il voulait couper dans la police. Et donc, je crois que c'est en fait une solution qui fait sens dans la mesure où c'est une solution qui réellement tente à réduire la violence, qui tente réellement à créer de la sécurité pour toutes et pour toutes. Nous vivons dans un contexte où en fait, c'est pas tout le monde qui est en sécurité et la violence, notamment la violence qui est faite aux femmes, la violence qui est faite aux enfants, elle perdure. La violence, évidemment, qui est faite aux femmes autochtones, les femmes qui sont disparues et qui ont été tuées. Cette violence-là, elle perdure. Et donc, dans la mesure où on s'engage à intervenir par rapport à cette violence-là, on s'engage aussi à créer d'autres solutions. Et l'autre élément de réponse que j'offrirais, c'est que pour moi, c'est important de commencer encore une fois à petite échelle, c'est-à-dire de faire cet engagement dans nos communautés, dans nos espaces de travail, dans notre famille, d'essayer de s'éduquer, d'apprendre en fait quelles sont les alternatives qui existent, non seulement pour les mots, pour par exemple un vol ou bien des exemples de violence, mais aussi pour des choses banales comme des plaintes de bruit ou bien comme, je ne sais pas, du grabuge dans le quartier, etc. Il y a tout un nombre de problématiques auxquelles la police tend à répondre, qui sont des problématiques qui seraient beaucoup plus faciles à régler avec des intervenants communautaires, avec des personnes dans le quartier. Et l'autre axe dans lequel je crois qu'on peut intervenir à petite échelle, c'est aussi de pratiquer la résolution de conflits. Comme je disais plus tôt, je donne un cours où on explore différentes alternatives à la police, à la prison. Et ce qui revient en fait de plus en plus, c'est que c'est difficile pour nous d'imaginer de répondre à des torts comme le viol, le meurtre, etc., si on a de la difficulté à résoudre des conflits interpersonnels de base. Et donc, pour moi, c'est aussi de s'engager à se réinvestir dans le travail qui est la résolution de conflits, à essayer de mieux comprendre les valeurs qu'on veut promouvoir dans nos relations qu'on entretient avec les uns et les autres, dans des espaces militants, dans des espaces de travail, dans nos familles, etc., et de travailler justement à ce que ces valeurs-là soient non punitives et soient axées sur la dignité de la personne, sur le soutien, sur la guérison, sur la transformation personnelle, sur l'amour, et qu'on réinvestisse ces questions-là avec de l'importance, de la valeur. Oui, donc j'arrêterai là, je crois. C'est ça, il y a une dimension éthique aussi dans cette vision-là, à savoir que la violence d'État, elle se joue aussi dans les sphères interpersonnelles. Et c'est tout un projet de rebâtir des modèles communautaires qu'il y a là-dedans. Ça, c'est très interpellant. En tout cas, c'est très direct. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. J'ai une question ou commentaire ici. La Société John Howard du Québec, dont je suis la DG,
nous réfléchissons sur ces questions de prison ainsi que les impacts néfastes pour la personne incarcérée et pour la communauté. Nous favorisons et défendons les droits des personnes incarcérées. L'institution carcérale n'est-elle pas une économie florissante économiquement, puis au niveau des gains électoraux aussi qu'on peut faire sur cette question-là, qui sera difficilement remplacée? C'est une question. Puis on ajoute, je voudrais également ajouter que le système carcéral nourrit l'exclusion sociale des personnes judiciarisées. Une fois que la personne est passée par la case prison, elle reste exclue de la société. Merci pour ces questions. Merci aussi pour votre travail, la personne qui travaille avec l'organisme John Howard. Il y a l'expression en anglais qu'on utilise souvent qui est Prison Industrial Complex. Je ne sais pas trop comment c'est traduit ou comment la traduire, complexe industriel carcéral. Et il y a l'organisme Critical Resistance qui est basé aux États-Unis, en Californie, qui offre une définition du complexe industriel carcéral qui décrit en fait combien c'est un réseau d'intérêts qui sont liés les uns aux autres. Et il y a en fait énormément d'institutions, de regroupements, qu'on pense à la sphère politique, au milieu de l'éducation. En fait, moi-même, comme on en a parlé plus tôt, comme je suis dans le milieu universitaire, c'est important pour moi de parler du rôle des universités, non seulement par rapport aux liens qu'elles entretiennent avec la police, mais aussi par la production d'un savoir qui nourrit une logique carcérale, qui nourrit une logique qui est axée sur la criminalisation, aussi sur la suprématie blanche, le colonialisme. Et donc, il y a tout un réseau, on peut parler du rôle des médias, dans la représentation du crime, entre guillemets, dans la représentation des personnes racisées comme étant criminelles. Il y a tout un réseau d'intérêts qui font que c'est une institution, effectivement, qui est florissante dans la mesure où elle sert énormément d'intérêts divergents et il y a énormément d'investissements dans cette institution. Et effectivement, c'est ce qui rend cette institution extrêmement difficile à démanteler. Et oui, voilà, donc c'est malheureusement effarant quand on constate l'ampleur de ce système lorsqu'on s'attarde à tous les intérêts qui sont reliés. Mais en même temps, on ne peut pas espérer s'attaquer à ce système si on n'envisage pas vraiment de manière complète et totale tous les intérêts qui sont reliés et tous les investissements, toutes les parties de notre société qui dépendent malheureusement de l'essor de cette institution. Oui, puis c'est un point particulier où le capitalisme s'articule à la question de la prison et la police de manière très directe, là, qui fait en sorte qu'on ne peut pas réfléchir à l'abolitionnisme sans réfléchir aussi à un certain degré de démantèlement des formes capitalistes qui sont concomitantes, là, on pourrait dire. Quelqu'un pose une question. N'y aurait-il pas lieu de réclamer une commission, comme a eu lieu la commission Vérité-Réconciliation, d'abord pour dresser et mettre au grand jour le portrait de l'histoire du système policier au Canada, en consultant tous les groupes qui composent la société? Vous savez, il y a quelques années, il y avait beaucoup de militants au Québec qui insistaient pour qu'il y ait une commission d'enquête sur le racisme systémique au Québec. Ça n'avait pas été fait. Et en fait, à l'époque, moi-même, je ne croyais pas que c'était nécessaire et je ne crois toujours pas que c'est nécessaire, même si nous sommes dans une situation où le premier ministre du Québec continue de nier qu'il y a racisme systémique. Mais pour moi, en fait, la preuve, elle est déjà là, que ce soit pour le racisme systémique ou que ce soit pour l'étendue de la violence, des méfaits du système carcéral, du système pénal. La preuve, elle est déjà faite.
Il y a déjà certainement sur le plan de la prison des études qui sont faites à chaque année, des analyses qui sont faites à chaque année des populations qui sont détenues, des conditions dans lesquelles elles vivent. Et l'évidence, elle est déjà faite et je crois qu'il faut essayer d'éviter de constamment essayer de prouver ce que les personnes qui sont déjà touchées par ce système nous disent carrément. Et donc, je veux dire, les organismes qui travaillent avec les populations qui sont criminalisées, avec les personnes qui sont les plus touchées par la police et par la prison, non seulement elles ont déjà un portrait très clair, très net de la situation, mais elles sont déjà en mesure de mettre en œuvre des transformations, des changements qui pourraient avoir un impact aujourd'hui positif sur nos communautés. Et donc, pour moi, ce qui doit changer, c'est en fait de monter la pression pour que les changements se font. Hein, parce qu'on sait qu'ils ne se feront pas tout seuls. Les intérêts des dirigeants politiques sont principalement avec la classe politique dirigeante, capitaliste, des personnes qui possèdent le plus de ressources dans notre société. Et donc, la seule façon, en fait, c'est d'essayer d'augmenter la pression, d'augmenter le coût de l'inaction et en espérant d'effectuer des réels changements et non pas simplement de continuer d'amasser des preuves. Ouais. Oui, on vous entend clairement là-dessus. L'enjeu, il est politique, il n'est pas scientifique. Puis je serais curieuse, moi, de savoir c'est quoi votre lecture des forces, de la lutte, là, des forces politiques en jeu actuellement. Il y a quand même il y a une forte réaction politique. Là. Il y a un conservatisme revanchard en ce moment qui sévit en Europe, en Amérique du Nord. Disons, des mouvements pratiquement ouvertement racistes, néofascisme, etc. Est-ce qu'on est vraiment engagé en ce moment dans quelque chose de très... où les enjeux politiques sont en train de devenir très élevés? Comment vous le voyez, vous, la conjoncture actuelle? Parce que moi, en tout cas, de mon point de vue de politologue, c'est chaud, c'est pas mal chaud en ce moment. Oui, en fait, je suis d'accord avec votre analyse et ce que je constate en particulier, c'est que non seulement il y a, comme plusieurs personnes le remarquent, une libération de la parole raciste, un soutien pour des politiques de répression, mais il y a aussi une prime qui est accordée. Je veux dire, il y a un intérêt clair. C'est clair que les dirigeants politiques gagnent lorsque ils s'expriment non seulement de manière plus ou moins raciste, mais aussi de manière à réprimer les populations noires, les populations autochtones, que ce soit par leur action ou par leurs paroles. Et donc, je veux dire, c'est désobligeant, c'est très dérangeant de constater le climat actuel, qui est un climat aussi, je crois, qui est dû à un certain backlash, comme on dit. Je veux dire, c'est aussi une réponse, une forme de punition lorsqu'on voit, ou de répression lorsqu'on voit que les personnes autochtones, les personnes noires sont de plus en plus mobilisées, sont de plus en plus organisées. Il y a une volonté de réprimer et de détruire les gains qui ont été faits. Et je crois qu'il faut s'y attendre et il faut travailler en sachant que ça risque de ne pas diminuer avant longtemps. C'est ça, c'est en connaissance de cause qu'il faut s'organiser. Vous êtes très généreuse avec votre temps. J'aurais peut-être une dernière question des participants à vous soumettre avant de clore la séance. Alors, je lis. Je suis vraiment interpellée, entre guillemets, le travail idéologique de la prison que vous avez mentionné en tant que technologie servant à décharger de la responsabilité de prendre sérieusement en considération les problèmes de notre société. La personne ajoute, parce que l'on voit présentement l'utilisation de la prison et du système judiciaire étatique comme façon d'éteindre des mouvements sociaux comme MeToo et dit son nom.
La justice, en tant que justice étatique, va tellement de soi qu'il est difficile pour la survivante de revendiquer le droit à mobiliser des moyens d'action alternatifs, par exemple la dénonciation anonyme. Il faut dénoncer l'injonction à la justice étatique. Mm-hmm. Oui, absolument. Merci. C'est surtout que, je veux dire, la justice étatique, on le sait, n'est pas réellement une forme de justice dans la mesure où c'est un système qui ne priorise pas la justice, qui ne priorise pas la vérité, qui est essentiellement uniquement axé sur la répression. Et donc, c'est aussi un système dans lequel une personne qui a causé un tort n'a pas vraiment intérêt à avouer qu'elle a causé ce tort, voire à tenter réellement une forme de justice ou une forme de réparation du tort qui a été causé. Et donc, je crois que c'est extrêmement important de souligner que la répression policière, que ce soit par rapport aux survivantes, mais aussi par rapport à la pandémie, par rapport aux mouvements sociaux MeToo, mais aussi les autres mouvements de dénonciation, d'émancipation, des mouvements qui ont rapport au territoire et aux ressources des personnes autochtones. Il y a tous ces mouvements où la réponse de ces mouvements et ces phénomènes sociaux où la réponse de la police est essentiellement de réprimer et de créer un contexte où toute prise de parole en fait est extrêmement difficile. Et donc, oui, je crois que c'est extrêmement important de refuser cette injonction à la police et de nourrir des alternatives et de vraiment continuer cet acte de création parce que on a toutes et tous été élevés, éduqués, grandis, nourris dans un système carcéral punitif. On a tous et toutes consommé des images, des émissions télévisées, des films, etc., qui nous ont inculqué cette logique. Et donc, le travail de création, il est énorme, mais je crois qu'il est aussi très inspirant et très porteur de possibilités et de renouveau et en fait de potentiel pour créer un monde qui soutient réellement toutes les personnes qui en font partie et qui crée plus de possibilités de bien-être, en particulier pour les personnes autochtones, les personnes noires, les personnes queer, les personnes trans, les personnes en situation de handicap, etc. Formidable. On pourrait continuer longtemps, je pense. Il y a encore des questions. Moi, j'ai encore des questions aussi, mais il faut s'arrêter. C'était formidable, vraiment super limpide, instructif, engageant aussi, et d'une certaine manière créatif. C'est un exercice de travail sur l'imagination politique. Et je vous remercie au nom de l'Institut et de tous les participants pour votre temps et pour votre énergie, pour votre engagement. Ça a été un plaisir et un honneur de vous avoir avec nous virtuellement aujourd'hui et en espérant qu'on pourra reprendre ça sous d'autres formes. Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir écouté, d'avoir réfléchi avec moi, d'avoir rêvé un peu avec moi. Je l'apprécie énormément. Merci de cette invitation. Merci d'avoir passé ces moments avec moi et j'espère aussi qu'on pourra continuer cette discussion et ce travail à l'avenir. Absolument. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.